Aujourd'hui, sur Excellence, on reçoit Dr Daouda. Il est médecin spécialiste en chirurgie cardiovasculaire et l'un des pionniers de la chirurgie cardiovasculaire ici au Niger. Le cœur, c'est cet organe qui n'a jamais de grève. C'est le seul organe qui travaille du début jusqu'à la fin. C'est le seul qui ne rentre pas en pause. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand on arrête le cœur, on l'ouvre, on le vide. Après, on finit le geste, on le referme. Il suffit tout simplement de le remplir. Et avec une certaine température, qu'il se remette à battre. Tout ça, je comprends. Dans cet épisode, on va parler de santé, on va parler du cœur, des bonnes pratiques à adopter pour bien prendre soin de son cœur et également des pratiques à éviter. Qu'on soit maigre ou obèse, le cœur a besoin de battre un peu plus fort. Donc c'est cet aspect-là qu'il faut voir. Et j'avais dit en termes de médecine, quand tu finis, tu n'as que deux choix. Soit les malades te fuient ou bien tu fuis les malades. Ça, c'est un épisode à ne rater sous aucun prétexte. Mais avant de commencer, si vous aimez ce que nous produisons chez Excellence, vous pouvez gratuitement nous soutenir en vérifiant si vous êtes abonné à la chaîne. Sans plus tarder, je m'appelle Hamid Bizo et bienvenue sur Excellence. Docteur Dora, merci d'avoir accepté notre invitation. L'honneur me revient. Vous avez un parcours exceptionnel. Moi, franchement, quand on discutait, j'étais juste époustouflé. Vous avez commencé avec la série C. Mais parce que vous vouliez faire la D, enfin, vous vouliez faire la médecine, vous êtes passé en D. Oui. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi avoir basculé? Pourquoi la médecine, pour commencer? Bon, la médecine, c'est parce que c'est ce que je voulais. Et c'est ce que je veux. Je ne peux pas l'expliquer. Ah, Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que c'est ce que je voulais. Et on se rappelle, je disais, Super Crack, quand on a été, quand on est à l'école primaire, au cours de Super Crack, je me rappelle bien, on m'avait demandé qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Eh bien, si tonton Salif est dans les parages, qu'il apprenne que j'ai fait la médecine comme j'avais dit. J'avais dit que je voulais faire la médecine. Voilà, donc c'est une vocation, c'est quelque chose qui me plaît. Et jamais un autre domaine ne vous a intéressé? Toujours en seconde position. Vous avez commencé votre médecine, mais votre parcours, il est vraiment atypique. Que je ne conseille pas. Parce que le parcours est semé d'embûches et de risques. Ben, je ne sais pas si ça serait tourné autrement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans tous les cas, ça a été pris et je pense que des fois, pour ceux qu'on aime, ça mérite de prendre des risques. Mais racontez-nous un peu votre parcours en médecine. Première année, deuxième année, les rencontres, les profs. Oui. Alors, déjà pour le choix, on a vu ça. Au lycée, c'était clair. Parce que là, au départ, pour orienter les gens à la série C, c'est en fonction des notes. Et il se trouvait que voilà, les notes qui amènent les gens vers série C, j'avais ça. Donc j'ai vu. Mais quand je voyais la tournure et le chemin que ça prenait, que c'est pas facile que ça me ramène vers la médecine, à un moment, j'étais obligé de choisir. Et en première année, je me rappelle très bien aussi que, en fait, quand j'étais parti en première année, pour moi, c'est la médecine, on le sait. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si ça se fait maintenant, les gens, ils ont la possibilité de déposer un peu partout. Oui, en fait, maintenant, à l'université, tu as la possibilité de faire 3 choix. Voilà. Donc, avant, les gens déposaient plus. C'est-à-dire qu'on faisait les dossiers, les choix se faisaient dans les facs. Donc, chacun dépose. Ça arrive à des gens de déposer 5-6 dossiers. Au moins que son nom sorte quelque part pour qu'il puisse prendre. Je me rappelle, j'avais déposé que à la médecine. Seul choix. Avec dans la tête que si ça ne marche pas, je vais rester l'année comme ça. Waouh. Et mon nom était sorti. Première année, je sais que c'est la chirurgie. Et depuis première année, je sais que c'est chirurgie. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait une rencontre un peu particulière, que d'ailleurs tout le monde fait. Vous savez, il y a ce professeur iconique que tu vas rencontrer dans ta vie, qui va faire un petit quelque chose, qui va te... Et le premier jour que moi j'ai fait le premier cours d'anatomie, j'ai fait le cours, j'ai suivi le cours du feu professeur Yak. Professeur Yak. De son nom. Machallah. Et c'est ce monsieur-là qui a créé cette étincelle de chirurgie.
Je demande, il est quoi? On dit qu'il est chirurgien. Il nous fait des cours d'anatomie époustouflante. Et il me parle aussi d'internat. Parce que lui, quand il fait ses cours, il parle vraiment de ça. Et il pousse les gens à aller vers l'internat. D'ailleurs, entre parenthèses, dans 2 semaines, il y aura un autre concours qui va se faire. Et dans quelques jours, il y aura les journées d'internat que je vous invite d'ailleurs à venir couvrir. Hein, c'est intéressant. Okay. Les journées d'internat, c'est vraiment bientôt. Donc, ça va être, je pense, du 4 au 6 décembre. Et c'est des présentations, des congrès, des discussions autour de l'internat. Ça, c'est entre parenthèses. Okay. Et du coup, la chirurgie. Et le parcours avance. Et quand il parle d'internat, j'ai dit, on fait comment? Il dit, non, c'est quand tu valides la 4e année que tu vas le faire. J'ai dit, bon, je commence maintenant. Et on a commencé en première année. Je ne comprends pas. Vous avez commencé à préparer l'internat qui se fait fin 4e année? En première année, on a commencé. Dès la première année? Oui. Et chaque cours qu'on suit, on le suit pour l'internat. Wow. Que ce soit tout ce que tu vois, cours, tout ce que tu vois qu'on fait médecine, c'est le cadre de l'internat d'abord. Quand ça déborde, en ce moment, on met un peu en médecine générale. C'est comme ça qu'on fait. Ça veut dire que tout ce qui est anatomie, physiologie que vous voyez, pour ne pas rentrer un peu dans les termes techniques, on le prépare pour l'internat. Avec des mnémotechniques, avec des choses qu'il faut garder systématiquement. Que pour l'internat. Ce qui fait que ça n'a pas été compliqué parce que toutes les sciences fondamentales, en premier cycle, on a déjà fini avec. Et à l'avance, on continue. Et je viens en 4e année. D'ailleurs, 4e année que j'ai fait seulement un semestre seulement. J'ai fait un semestre seulement parce que... Comment ça? Voilà, donc on partait au cours, on voyait que ce qu'on a lu déjà, on nous donnait moins de 15% en classe. Donc on s'est vu tout de suite que c'est une perte de temps. Je ne dis pas de ne pas assister au cours. Un instant. Le cours que le prof vous fait, oui. En réalité, vous l'avez déjà fait avant. C'est des présentations PowerPoint, c'est des présentations et en fin de compte, c'est des polycopiés, on donne. Oui. Et quand, je ne sais pas si les gens ils ont une petite idée de impact internat, quand on prend un chapitre d'impact internat, on le confronte au cours qu'on fait à la fac, ben, je ne pense pas que ça va dépasser 15%. Et du coup, ça, c'est vraiment on a considéré que c'est une perte de temps. Premier semestre, c'est bon, on ne partait plus à la fac. On se retranchait pour préparer l'internat. Si l'enseignant finit son cours, il donne le polycopier, on demande au délégué, on copie, il nous envoie, on confronte. Et la plupart du temps, ça marchait. Vous assistiez au cours à l'époque? Non. Je ne dis pas aux gens de ne pas assister, ce n'est pas un bon exemple. À partir de 4e année, en tout cas, moi, je ne suis plus retourné en médecine générale. On était à l'hôpital, quand il y a des cours, on nous envoie les polycopiés, on compose. Et des fois, c'est les collègues de la classe qui nous font les cours. Hein. Par exemple, je me rappelle bien en dermato, stomato, tout ça. En ophtalmo, j'étais parti à l'examen. C'est vrai, j'étais interne déjà. L'enseignant m'a vu, il a dit que je ne rentre pas en classe. Aïe. J'ai dit, mais pourquoi je ne vais pas rentrer? Il dit, non, parce que je ne te connais pas, tu n'es pas médecin. Tu n'es pas étudiant. Parce qu'il ne m'a jamais vu. Wow. Il se trouvait qu'il y a des enseignants qui passaient là. Ils disent non, lui, c'est un interne. Il m'a laissé faire l'examen. Juste pour dire que y a une méthode, il y a des choses qu'il faut faire. On peut bel et bien se concentrer pour préparer les cours. Comme c'est qu'on dit, c'est une faculté. Hein. Une faculté, c'est une faculté. Donc les cours ne sont pas obligés. Bon, je ne veux pas dire ça, je veux pas. Non, en fait, c'est un fait, c'est la vérité, c'est là. Et du coup, 4e année, je rencontre cardio. La médecine m'a attiré. Je vois quelqu'un qui m'a fait aimer la chirurgie. Et 4e année, je rencontre cardio. Et je tombe amoureux de cardio. Encore. On fait comment? Une combinaison impossible. Une combinaison impossible au Niger. Chirurgie cardiovasculaire. À ce moment, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas. Même maintenant, il n'y a pas. Même maintenant, nous sommes le premier service au Niger. Qu'est-ce qu'il faut le faire? Il faut arrêter, faire autre chose ou pas. On a décidé, non, moi, je ne veux pas. Il faut aller le chercher où ça se trouve. C'est pour ça qu'on a été pour se former au Maroc. Après le Maroc, la France. Donc, juste pour dire que, ben voilà, donc, si quelque chose te pousse à choisir, il faut aller jusqu'au bout. Et ce qui fait en sorte qu'on a fait cette spécialité-là, on est revenu. Alhamdoulilah, un des premiers de la matière ici au Niger, et qu'on espère
après enrôler tout le monde. Moi, j'ai envie de savoir en réalité votre parcours pendant l'internat, c'était comment? Nous, on nous a toujours parlé de l'internat, mais bon, nous, en fait, ça nous faisait peur à l'époque. Et l'internat, logiquement, ça ne devrait pas faire peur. Parce que, en réalité, tout ce qui donne peur n'attire pas. Et quand on regarde le parcours, comme ce que j'avais dit, depuis la première année, nous, on nous a briefé de ça. Et je pense que c'est l'occasion, les premières années qu'elles viennent, c'est l'occasion de leur parler de ça. Oui. Parce que l'internat, en tout cas, moi, dans mon parcours, ça m'a permis de brûler beaucoup d'étapes. Mais l'internat, c'est quoi déjà pour commencer? Alors, l'internat, c'est un concours d'excellence. De la même chose que pour votre émission. Oui. C'est un concours d'excellence qui permet et qui est ouvert d'ailleurs à tout le monde. Et ça permet à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent se présenter, de se présenter après validation de la 4e année de médecine. Donc c'est un concours qu'on fait qui est ouvert à tous les étudiants de médecine et maintenant de pharmacie et qui permettent d'accéder à, je vais dire, bon moi je vais le dire, c'est un privilège parce que quand tu es à l'internat, en même temps, tu vas souffrir plus que tout le monde, en même temps, mais tu apprends aussi plus que tout le monde. Tu apprends plus que tout le monde. Parce que c'est le terrain. Voilà, le concours, une fois qu'on le fasse, je donne un petit exemple pour ceux qui ne connaissent pas. L'internat, le concours, au cours du concours, les questions qu'on pose, c'est toute la médecine générale. Imaginez, c'est toute la médecine. Imaginez quelqu'un qui valide juste la 4e année, ça veut dire qu'il y aura la 5e année à faire, la 6e année et les stages de 7e et 8e année. Tout ça, c'est des questions qui peuvent venir de ces années-là, dans le concours. Ce qui fait que quand on le valide, on a une vue en éventail de la médecine générale. Ce qui donne une certaine capacité de décision, une certaine capacité qui permet sur le terrain qu'on te donne certaines responsabilités. Certaines responsabilités, oui. Et oui, ça va être un choc. Moi, ça a été un choc. Mais au lieu de transformer le choc en violence, moi, j'ai pu le transformer en autre chose parce que les aînés que j'ai trouvés, on a bien collaboré. Et pour preuve, moi, j'avais fait ça juste après la 4e année. Donc, en fait, du premier coup? Du premier coup, la première fois, juste à la 4e année, j'ai eu la chance de l'avoir. Et ce qui m'a permis d'entreprendre tout de suite les stages. Et quand on accède au concours et qu'on est admis, il y a un parcours à faire. À l'époque, c'était 6 mois de médecine, 6 mois de chirurgie et 6 mois de gynéco-obstétrique. 6 mois de pratique sur le terrain? Sur le terrain, tous les jours. Il y a une formation supplémentaire qu'on vous fait? Un exemple, l'interne à l'hôpital, il a la même valeur que les ampoules et les ventilles et les chaises de l'hôpital. C'est-à-dire que tu as une propriété de l'hôpital. Ça veut dire que tu ne connais pas dehors. Et c'est l'homme à tout faire. Ouais, et l'homme à être là pendant que personne n'est là. Ouais. Et c'est toi qui fais les tâches. Et ça repose sur toi. La vie du service repose sur toi. Je me rappelle, par exemple, dès qu'il y a des trucs compliqués, on donne ça. Donc, c'est toi. Et quand il y a des recherches à faire, des présentations, des thèmes compliqués et tout, c'est toi. Tu dois le faire. Et tu vas le faire, même si tu ne veux pas. Donc, vaut mieux rester et le faire. Et l'interne, c'est ce qui lui permet d'avoir certaines acquisitions qui lui permettent d'accomplir certaines tâches qui ne sont pas de sa promotion. Voilà. Maintenant, le parcours, c'était quoi? Nous, en tout cas, moi, quand j'avais eu ça, c'était juste après la validation de la 4e année. Et rapidement, les 18 mois passent. Donc, le premier tour, c'était la médecine d'abord. Après, l'étape de la gynéco. Et après, l'étape de la chirurgie. Maintenant, normalement, en 7e année, il y a un concours. Il y a, bon, je ne veux pas dire concours, un examen de validation des cursus. Oui. Les 7e années font des tours. Oui, la clinique. La clinique, les épreuves cliniques. Et les 7e années, ils font les épreuves cliniques avant, je pense que tous les 3 mois. Oui, avant c'était tous les 3 mois. Maintenant, on a ramené ça à 2 mois, 2 mois. Et on a ajouté une session clinique de pédiatrie. Oh, ça c'est du nouveau. C'est nouveau, oui. Avant, c'était chaque 3 mois que les examens cliniques se font. Okay. Et les 7e années, les font chaque 3 mois et dans les disciplines différentes. Donc, médecine. Après 3 mois, la personne fait chirurgie. Après 3 mois, la personne fait gynéco.
Et moi, j'avais fini tout ce cursus-là avant que je n'atteigne 6e année. Oui, c'est vrai, vous étiez interne. Oui, milieu 6e année. Et du coup, je pouvais me présenter aux épreuves cliniques. Et qu'est-ce qu'on a fait? On m'a fait passer avec les 7e années de l'époque et en 3 jours. Donc, le premier jour, c'était gynéco, avec ceux qui font gynéco. Le deuxième jour, médecine avec ceux qui font médecine. Et le troisième jour, chirurgie avec ceux qui font chirurgie. Et vous avez Ce qui fini. fait que 7e année, je l'ai fait en 3 jours. Et vous avez tout validé. Oui. Je ne sais pas, c'est une chance, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Non, Mais- j'aime la modestie, mais en Non, fait, mais- vous étiez, il y en a dedans. Non, je ne pense pas. Franchement, oui. Même Franchement, maintenant, il y je en sens a que c'est dedans. vite. Il n'y a pas grand-chose. Waouh. C'est juste que, voilà, bon, peut-être que c'est la chance. Mhm. Et après ça, après une année de pré-spécialisation, Mhm. ici à Niamey même, Ok. et commencer encore la spécialité locale de chirurgie générale pendant minimum 2 ans et demi. Donc, Ah oui. globalement, un peu plus de 3 ans dans le milieu de chirurgie avant d'aller Mhm. quelque part pour faire la spécialité. C'était au Maroc. Donc, un peu, c'est ça. Ça veut dire que vraiment, l'internat, quand on le fait, et j'encourage déjà tout le monde à faire, hein, Mhm. Mhm. il faut le faire. Parce qu'avec ou sans réussite, c'est déjà un acquis. Oui. Parce que quand on donne du temps, en fait, on ne sait pas que le cerveau, c'est comme un muscle. C'est vrai que je ne suis pas spécialiste du cerveau, mais j'ai été à un moment donné, parce que ma thèse, c'est neurochirurgie. Ah, Ma d'accord. thèse de médecine générale. Ok. Et que le prof était déçu de savoir que je ne vais pas faire sa spécialité. Bon. Et en fait, le cerveau, c'est comme un muscle. Mhm. Pour la mémorisation, plus les muscles, on l'entraîne, plus elle Ça se prend du développe. volume, oui. Voilà, c'est la même chose que les cellules mémoire. Ok. Donc, ce qui fait que l'internat, ça a besoin d'une phase d'acquisition. Mhm. Et quand ça arrive à un certain niveau, on va acquérir ce qu'on appelle la mémoire éclair. Ah ouais. Parce que oui, parce qu'à un moment donné, tu vois les pages. Tu vois les pages avec les écritures là-dessus. Machallah. Donc, ce qui fait que tout le monde peut le faire, hein. Mhm. C'est juste de l'exercice. Et l'exercice-là ne peut se faire que quand on se met dans ce carcan-là de concours. Mhm. Ça veut dire qu'avec ou sans réussite de ce concours-là, on sort forcément bon médecin. Oui. Oui. Donc, moi, je me dis que tout le monde doit le faire même. Mhm. Et je vois par exemple en France, eux, chez eux, l'internat, il est obligatoire. Voilà, c'est Oui. ce qu'ils Chez tous appellent les l'épreuve étudiants. nationale classante, Mhm. que récemment, les Burkinabés, ils ont adopté. Actuellement, ils ont ce qu'on appelle l'épreuve nationale classante. Ah d'accord. Donc, c'est juste, vous faites les épreuves et ça permet de vous classer. Pensez-vous qu'on doit appliquer ça ici au Niger aussi? Je pense que ça a besoin d'un peu d'études. Les Burkinabés, ils ont commencé, on va voir ce que ça va donner. Mais actuellement, nous, ce qu'on fait, en tout cas, les places, Mhm. à mon avis, il y a des réformes à faire dans l'internat. Ok. Parce que c'est en train de rentrer dans l'oubliette. Mhm. Les gens ne savent même plus ce que c'est, même les étudiants en médecine. Et je pense que ça a besoin d'une bonne promotion. Oui. Puisque la plupart des professeurs que vous voyez actuellement, là, ils sont passés par ce carcan-là. Et c'est vrai que franchement, dès qu'on dit que quelqu'un c'est un interne des hôpitaux, ou bien ancien interne des hôpitaux, Oui. tout de suite on le classe ici. Tout de suite on le classe ici. En tout cas, moi, quand on me dit ancien interne des hôpitaux, je ne le vois pas comme quelqu'un qui a fait la médecine normale comme nous autres. Non, c'est pas forcément pas... En tout cas, dans tous les cas, celui qui le fait, c'est une forme à prendre. Mhm. Puisque c'est une formation. Prenez l'exemple de quelqu'un qui est parti faire une formation commando. Donc, c'est la même chose. En fait, on te réveille tous les matins, tu fais le footing, tu viens, tu fais des tirs, tu fais des mouvements. C'est quoi? Ok. C'est pas forcément que quelqu'un qui ne le fait pas. C'est ça. Il est vrai qu'il y a certains Ce qui ne ont sont pas les une- mêmes conditions. Voilà, c'est pas la même chose. Mhm. Donc, c'est juste une formation que la personne entreprend et qui, en fin de compte, donne certains résultats. Mais comme ça, là, c'est l'intelligence, là, c'est un peu... Il y a beaucoup de formes d'intelligence. Oui. Il y a beaucoup de formes d'intelligence Mhm. et je pense qu'il faut le faire. Ok. Mais vous, après votre internat, après les 3 années à peu près Oui. de chirurgie, n'est-ce pas, vous avez continué au Maroc, Sur le Maroc, puis en France. pour faire la chirurgie cardiovasculaire et en France. C'était comment les études hors du Niger? Tout le monde sait que c'est compliqué. Dans quel sens? Tant que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi. Et on te le dit.
Ah Et la première des choses, l'idée qu'eux, ils ont, c'est que nous, on ne connaît rien. Ah bon? Oui. En tout cas, quand tu viens d'ailleurs, la première des choses, c'est que tu ne connais rien d'abord. Mais là, ils ne savent pas que nous, on n'est pas parti là-bas pour apprendre à couper et coller, excusez-moi du terme. On est parti là-bas pour apprendre une science Oui. qui n'est pas chez nous. Mhm. Et on a été et avec le challenge, et je vous dis tout de suite que le Nigérien, il est extraordinaire. Ah ouais? En tout cas, expérience personnelle. Mhm. Je n'ai pas vu un Nigérien qui a été ailleurs et qui n'a pas brillé. Tout simplement pour vous dire que n'importe quelle partie dans le monde où vous êtes, Mhm. vous risquez d'avoir des conditions un peu plus souples qu'ici en matière d'études. Donc, en fait, c'est ici que les études sont un peu On compliquées. a du travail à faire. On a du travail à faire. Ce qui fait que quelqu'un qui a l'habitude d'étudier au Niger, quand tu pars ailleurs, bah, C'est tu trop écrases facile. tout le monde. C'est trop Tu facile. écrases tout le monde. Oui. Et on est naturellement intelligent. Ça, il faut le comprendre. Le Nigérien Ah oui. ne le sait pas. Oui, Ok. le Nigérien ne le sait pas. Naturellement, on est intelligent. Ce qui fait qu'il suffit juste de te mettre dans certaines conditions pour commencer à avoir Tout le potentiel va sortir. tout le potentiel. Et c'est ce qui fut fait. On a été, Mhm. on s'est imposé même chez eux. Ah d'accord. Oui, bien sûr. Je ne sais pas. Dans l'aspect pratique, Quel que soit même en termes de l'aspect, connaissances. que ça soit du point de vue scientifique et pratique, clinique, vraiment, ça s'est bien passé. Inch'Allah. Et ce qui nous a fait pousser un peu en avant de l'autre côté en France aussi, où on s'est fait quand même la place parce que jusque-là, ils sont en train de crier de gauche à droite, reviens, reviens. Voilà. Et nous, on ne va pas revenir. On ne va pas revenir. Nous, on va gérer nos compatriotes. Mais ça ne nous empêche pas quand même de faire des va-et-vient et de revenir. Maintenant, après votre spécialisation, vous êtes devenu docteur Daouda, chirurgien cardiovasculaire. Mais vous êtes revenu au Niger. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça fait Le salaire déjà à l'extérieur, ça fait combien? Juste une idée. Une idée. Ça peut tourner autour de combien? Non, moi, je préfère faire en fraction. Ah oui. Oui, pour expliquer un peu que ce qu'on gagne, par exemple, en tant que praticien, je vais dire, praticien attaché, je prends l'exemple de la France, peut-être ça va être un peu plus de 6 à 7 fois ici. Donc, juste pour un peu de comparaison. Wow. Mais ce n'est pas l'argent qui... Donc vous avez laissé l'argent de côté pour revenir au Niger. Voilà. J'avais expliqué que le système là-bas est déjà là. Et le système, tu tournes en fonction du système. Et le système t'use et il te rejette. Oui. Nous, c'est à nous de créer le système. Donc le système tourne en fonction de toi et il ne peut pas te rejeter parce que c'est toi. C'est toi qui l'as créé. Ouais. Et ce que tu vas faire, tu le fais là-bas, la personne va essayer de voir des fautes pour te poursuivre. Pour te poursuivre. Oui. Alors qu'ici, je ne sais pas, celui qui a la chance de faire un tour dans mon bureau va voir que le bureau est bondé de cadeaux. Oui. Donc, ce n'est pas la même chose. Des cadeaux, des dessins. Que de reconnaissance. Ce qu'on fait, les peu de choses qu'on peut apporter ici, c'est 10 000 fois mieux que là-bas. Et je dis tout le temps, tout celui qui est là-bas, il n'a qu'à venir rapidement chercher la place pendant qu'il y en a. Parce que bientôt, il n'y aura plus de place. Et oui, parce que le pays ne peut pas se construire de lui-même. On est obligé de revenir et d'apporter le plus qu'on a pour que ça marche. Ça n'a plus de sens qu'on va prendre des gens qui vont emprunter des avions pour aller se opérer ailleurs. Ça n'a plus de sens. Actuellement, les avions sont presque transformés en ambulances. Ah là là. Et là, il faut arrêter ça. Un podcast, ça demande du temps, ça demande des ressources et surtout une équipe qui croit vraiment au projet. Et cette équipe, c'est Adax. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez raconter votre histoire, présenter vos services ou tout simplement créer un contenu qui reflète votre vision, Adax, c'est le partenaire qu'il vous faut. On ne fait pas juste des vidéos, on vous aide à mieux communiquer et à parler directement à votre cible. Le lien est juste en description et vous avez un certain pourcentage à chaque fois que vous référez quelqu'un à Adax. Je pense qu'on va aborder ce sujet un peu plus tard, mais avant ça, j'aimerais juste que vous nous mettiez de la peau d'un chirurgien cardiovasculaire ici au Niger. La routine ressemble à quoi? La quantité de stress le matin quand vous vous réveillez et tout. Il faut avoir un chargeur déjà à côté ou bien un powerbank.
Ah oui, Parce que pourquoi? parce que ton téléphone va se décharger, que tu le veuilles ou non. Pourquoi? Quel que soit le type de téléphone. Ouais, même maintenant ça sonne. C'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant parce que tout le monde fait recours, tout le monde appelle. Ça, c'est un. Et j'avais dit en termes de médecine, quand tu finis, tu n'as que deux choix. Hein. Soit les malades te fuient, ou bien tu fuis les malades. Nous, nos maîtres, ils ont eu le temps de nous mettre ça dans la tête. Pourquoi les malades te fuient? C'est parce que tu n'es pas efficace. Tu es un assassin. Tu es un assassin, peut-être. Ou bien que la personne sorte de la consultation, elle jette ton ordonnance. Mais quand tu fuis les malades, ça veut dire qu'il y en a tellement que tu as envie de fuir, te caser un peu pour te reposer. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour un bon médecin. Et il y a certains qui disent un bon médecin ne doit pas faire 5 minutes sans que son téléphone sonne. Bon, j'aimerais lui dire que c'est infernal. C'est infernal. Mais en tout cas, c'est la bonne cause. Le quotidien du chirurgien cardiovasculaire au Niger, dans un premier temps d'abord, c'est stressant. Parce que c'est toi qui dois imposer, c'est toi qui dois mettre un système en place. Oui, c'est vrai parce que vous, en fait, vous avez amené ça au Niger. Bien sûr, quand on était venu, il n'y avait pas de chirurgie cardiaque au Niger. On n'opérait pas les cœurs. Et rien que le fait d'avoir une équipe pour l'envoyer en formation, ça a valu 1 an, 4 mois après notre retour. Les tractations, les paperasses et tout, 1 an, 4 mois. Après la formation de 1 an de l'équipe Souche, on est revenu. L'installation, les va-et-vient et tout, ça nous a pris minimum 6 ans. Et ce n'est que cette année qu'on a commencé à faire de la chirurgie cardiaque. Non, félicitations. Voilà, Franchement, merci. félicitations. Et on aimerait bien l'accompagnement de tout le monde. Mais que la chirurgie vasculaire se fait de manière routinière. Donc, ça veut dire que tout ce qui est urgence. Actuellement, les gens, ils n'ont pas beaucoup de préoccupations. Dès qu'ils voient le cas, ils peuvent l'envoyer, il n'y a pas de souci. Donc, même les autres médecins, ils ont transformé leur stress sur nous maintenant. Donc, eux, ils se reposent et le stress est revenu. Mais c'est une bonne cause, je pense qu'il faut le quoi. Et pour revenir dans votre routine, vous nous avez expliqué que votre téléphone sonne tout le temps. C'est déjà stressant. Mais quoi d'autre? C'est-à-dire, supposons que moi, déjà que c'est vrai, je pense que la chirurgie cardiovasculaire, c'est l'un de mes choix de spécialité après. À quoi est-ce que je dois m'attendre? Que tu vas nécroser ta médullo-surrénale, excusez-moi du terme, c'est tout simplement l'endroit au niveau du corps qui fabrique l'hormone du stress. Et ça va tellement fabriquer que tu risques de le nécroser. Et à ce moment-là, tu seras bien parce qu'il n'y aura plus de stress. Parce que c'est tellement saturé. Non, en fait, c'est fatigant. C'est fatigant, en même temps, c'est passionnant. Parce qu'il faut faire un tour pour voir quelqu'un avant de l'opérer, comment il est. Il y a un patient qui m'explique qu'il a fait 6 mois en essayant de dormir assis. Assis. Parce qu'il ne pouvait pas. Dès qu'il s'allonge, il est étouffé, il se relève. Il ne peut pas marcher, il ne peut rien faire. À un moment donné, même la force de manger, il n'a pas. Pourquoi? Parce que son cœur est fatigué. Et il faut voir, récemment, quand on l'a opéré, en post-opératoire, c'est lui maintenant l'ambassadeur de chirurgie cardiaque. Oui, il est prêt à parler sur n'importe quel plateau en fonction de ça, parce qu'il dit que... Et tiens-toi bien, c'est un ingénieur en génie civil. Donc, vraiment, ça fait partie des choses qui passionnent. Et ça fait partie des choses qui poussent que ça marche. Non, c'est beau, en fait. Un petit enfant qu'on opère, à cause d'un problème qui ne peut même pas téter correctement, 2-3 mois après l'intervention, elle devient une petite fille ou bien qui court venir te prendre. Et actuellement, j'ai des filles, par exemple, à Agadez, qui m'envoient tout le temps son bulletin. Et qui veut devenir cardiopédiatre. Et il y a un autre petit qu'on a opéré, lui aussi, tout le temps, il est majeur de sa promotion. Donc, mais avant l'intervention, quand on les voit quand même, vous allez vraiment comprendre qu'ils ne peuvent rien faire. Donc ça, rien que ce côté-là, mais ça suffit, ça. Ça mérite de revenir à la maison. En tout cas. Et d'essayer de gérer des choses comme ça. C'est passionnant, mais fatigant. Mais alors, si c'est une spécialité qui est fatigante, stressante et tout,
Tout naturellement, hein, avant de soigner quelqu'un d'autre, je vous emprunte votre phrase, il faut d'abord être en bonne santé. Oui. Oui. Alors, vous êtes médecin, chirurgien cardiovasculaire. Oui. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter de manière courante dans la vie de tous les jours, en fait, pour être en meilleure santé? Déjà, vous, comment est-ce que vous prenez soin de votre santé? Je pense que quoi qu'on fasse, il ne faut pas mettre le sport à l'écart. Ah oui? C'est très important. Et le sport, pourquoi le sport? Pour qu'on puisse bien travailler, il faut que les muscles et le cerveau soient en bonne santé. Et qu'est-ce qui peut l'irriguer? C'est le cœur qui bouge beaucoup. Et je pense qu'il faut faire bouger le cœur beaucoup pour envoyer assez du sang dans le corps. Et ce n'est que le sport qui peut le faire. Vous, je sais que vous faites beaucoup de sport. Et Vous bon, faites des même arts pas, c'est pas martiaux, beaucoup. du judo, du taekwondo, c'est Bon, ça? ça c'était avant. C'était avant. Maintenant, c'est la mise en forme. Maintenant, c'est la mise en forme et de se débrouiller pour avoir minimum 30 minutes 3 fois par semaine, des fois. 30 minutes. 3 fois par semaine, fois je par pense que semaine. c'est largement suffisant pour se maintenir en forme. Mais vous savez, c'est intéressant que vous soyez là. Mm. L'autre jour, je regardais un podcast. Enfin, le gars, il n'est pas médecin, hein, mais on l'a invité et tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? En réalité, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit que les médecins mentent et que le sport, en réalité, c'est inutile pour le corps. Que le corps d'un être humain n'est pas fait pour faire du sport. Qu'est-ce que vous avez à Mais dire? qu'est-ce qu'il a avancé? Parce que j'aimerais bien comprendre ce qu'il a avancé comme raison. Non, on va aller déjà sur la thématique globale. Moi, dès qu'il a dit ça, pour être honnête avec vous, je suis sorti. Oui, mais ce n'est pas normal de dire ça. Parce que pour la simple raison que, écoutez, quelqu'un qui bouge pas beaucoup, je pense pas. Je sais pas comment on sent quand on n'est pas toujours. Il y a quelque chose qu'on appelle la sédentarité. Je sais pas si vous, si les gens savent, c'est que c'est la sédentarité. C'est ce monsieur-là qui ne fait pas ce que j'ai dit. Et il y a beaucoup de maladies liées à ça. Qu'on reste, c'est des calculs mathématiques. Hein. Il faut aller tout simplement mathématiques. Si on apporte beaucoup de choses pour le corps, le corps utilise quand il peut et quand il en a besoin. Okay. Si c'est des sucres rapides, le cœur brûle et ça permet de parler, de manger, de respirer. Mais si ça reste, il y a les suites, qu'est-ce qu'on fait? On le met au magasin. On le stocke. Voilà. Donc on le stocke, mais pas en tant que sucre, on le stocke en graisse. Ça veut dire que c'est ce corps-là qui a plein de graisse déposée. Et la graisse ne va jamais accepter d'être déposée comme ça. Elle va sortir, elle va aller se coaguler dans les vaisseaux, elle va se transformer en plein de choses. La seule méthode qui permet de laver ce corps-là de manière routinière, c'est le sport. Il faut les brûler. Il faut brûler ces graisses. Et vous dites 30 minutes? Minimum 30 minutes, 3 fois par semaine. Mais quel genre d'activité dans ce cas? Bon. Est-ce que je peux aller faire du foot intensif? Je peux aller faire la nage ou bien il suffit juste de marcher? Moi, je pense que la nage, c'est un sport complet. Ça peut se faire. Mais eu égard au fait que c'est compliqué chaque fois de donner ce temps, et autre conseil, c'est de tout faire pour ne pas être bloqué quelque part à cause du milieu ou bien à cause de certaines tenues ou quelque chose. Le sport fait tout pour le faire de manière spontanée. Pourquoi? Je mets un petit truc, un t-shirt, je sors, je marche rapide, je reviens. Ça suffit. Il faut tout faire pour le rendre le plus accessible possible. C'est pour ça la nage, des fois, oui, mais les conditions sont un peu difficiles. Alors qu'il est plus simple de s'habiller correctement, tranquille, prendre quelques baskets et aller marcher rapidement, suer et revenir. 30 minutes, 45 minutes jusqu'à 1 heure de marche, je pense que ça peut... Ça suffit. Ça suffit. Vous m'expliquez tout à l'heure qu'en réalité, quand on mange, le corps utilise une partie, mais la partie supplémentaire, là, il la stocke. Mais il y a des gens, en fait, quand ils commencent à être en surpoids, ils font du régime. Et donc, au lieu d'éliminer, eux, ils limitent l'apport. Juste pour rester en bonne forme. Oui, rester en bonne forme. Et le stock, on fait comment? Justement, quand on ne fait rien, c'est-à-dire le corps utilise ce qui est là. Est-ce que c'est une meilleure approche par rapport à faire du sport? Et, ça peut être une meilleure approche quand on est dans les limites de ce qu'on veut. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Et quand on est dans l'intervalle qu'il faut en fonction du poids et du sexe,
Bon, ça peut faire une alternative pour se ranger dans le régime. Mais qu'en est-il du point de vue cardio? Parce que le sport, c'est beaucoup de formes. Parce que le cardio, qu'on soit maigre ou obèse, le cœur a besoin de battre un peu plus fort. Donc c'est cet aspect-là qu'il faut voir. Et quand on fait du régime, on ne bouge pas, le cœur est toujours là, nonchalant. Le cœur a besoin de temps en temps que ça batte un peu plus fort. Oui. Donc, ce côté de stock de régime, ça, c'est pour ceux qui sont en surpoids. Ou bien ceux qui sont maigres. Si la personne est maigre, elle va se dire non, je dois manger beaucoup. Si la personne est surpoids, non, je ne mange pas beaucoup. Et qu'en est-il du cœur qui doit battre? Et qu'en est-il du sang qu'il doit pomper dans les muscles et dans le cerveau? Je ne sais pas la sensation qu'on a là quand, une fois revenu de sport, on a pris un bain un peu chaud. On se sent bien, on se sent relax. Voilà. Ça veut dire tout simplement que les muscles étaient bien irrigués, le cerveau est bien irrigué. Et d'ailleurs, des fois, pour mieux optimiser l'apprentissage, le bushing, le sport aide aussi pour le cerveau. Ah d'accord. Oui, bien sûr. C'est quand on fait du sport, ça libère des hormones de relaxation, des hormones qui permettent de relaxer le corps. Et après le sport, quand on vient, c'est naturel que le corps s'y apprête. Et ça aussi, il faut l'apprendre. Donc si on veut être en meilleure santé, si on veut être plus intelligent, il faut faire du sport. Il faut bouger. J'ai regardé également une autre vidéo qui expliquait, enfin dans la vidéo, ça dit qu'en réalité, le cœur, c'est beaucoup de travail pour lui de prendre du sang qui est au niveau des orteils et de l'amener jusqu'au niveau du torse. Et qu'il y a une autre activité en fait qui facilite un peu le travail là au cœur, c'est le fait de marcher. Oui, la marche. La marche, comme ce que j'ai dit, et surtout la marche rapide. La marche rapide? Oui, marche rapide avec une certaine cadence. Ce n'est pas la marche des, je ne sais pas, les Miss. Ce n'est pas cette forme de marche-là. C'est la marche rapide qui permet quand même d'avoir cette cadence, qui permet en tout cas au cœur de battre un peu. La marche rapide, c'est très, 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 très bénéfique. Plus que même la course. Parce que la course, voilà, avec le temps, il y a certains chez qui ça attaque les articulations, surtout quand on est un peu en surpoids. Le fait que le contact ça bouge, fréquent, le contact fréquent, les genoux, il y a certains qui risquent d'avoir des problèmes de cheville, genoux, hanches. Mais la marche rapide, surtout qui provoque des sueurs, c'est impeccable. Pourquoi dans tous les organes qu'il y a dans le corps humain, pourquoi avoir choisi le cœur? Quel est le cœur a de si spécial dans ses fonctions élémentaires? Déjà pour celui qui regarde, qui n'a jamais mis pied dans une faculté de médecine, c'est quoi un cœur? Mais dit différemment dans vos propres mots. Le cœur, c'est cet organe qui n'a jamais de grève. Vous avez déjà vu un cœur qui grève? Et le malade est où? C'est le seul organe qui travaille du début jusqu'à la fin. C'est le seul qui ne rentre pas en pause. Quand un cœur rentre en pause, c'est fini. C'est que c'est fini. Voilà. Et il y a beaucoup de situations où le cerveau s'arrête, que le cœur marche. Et en ce moment-là, on prend le cœur, on le met ailleurs. Ça fonctionne encore. C'est le seul organe qui se repose que quand, par exemple, on l'opère. Ah d'accord. Oui. Donc quand vous opérez un cœur, vous l'arrêtez? Pour l'opérer, on l'arrête. Ok. On l'arrête parce que les mouvements brusques ne peuvent pas permettre de faire des gestes. Et du coup, il y a des mécanismes de dévier le sang dans une machine et qu'il y a un technicien qui gère, qui devient maintenant le cœur et le poumon, le nouveau cœur et le nouveau poumon en attendant qu'on le traite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand on arrête le cœur, on l'ouvre, on le vide. Après, on finit le geste, on le referme. Il suffit tout simplement de le remplir de sang et avec une certaine température qu'il se remette à battre. Tout seul? Spontanément. Wow. Maintenant, on a deux choix. Soit il se réveille un peu en panique, c'est ce qu'on appelle la fibrillation, là où on met les cuillères là pour remettre un peu ses esprits normaux, ou bien on le laisse, il se défibrille spontanément. C'est joli quand on le voit. Mais celui qui est dans le champ opératoire, c'est pas aussi simple. Le cœur a quoi d'autre de si spécial? La spécialité du cœur, c'est inné à lui.
tout spécialiste d'organes va venir vanter son organe. Mais moi, je pense que tous les organes n'ont qu'à travailler sans le cœur, on va voir. Il y a un professeur qui a l'habitude de dire que le cœur n'est pas ami de quelqu'un. Juste pour dire, voilà, avec les organes. Bon, je ne vais pas dénigrer d'autres spécialités parce que le corps, c'est un tout. Mais je pense que le cœur est extraordinaire. Une question. Le cœur, c'est un muscle. Pourquoi je n'arrive pas à le contrôler? Le cœur est doté d'un système autonome. Autonome. Même en dehors du corps, quand on l'enlève, Il a son propre dans cerveau. les mêmes conditions, il travaille. Il a son propre cerveau. Oui. Wow. On peut le dire. Bien qu'il y a quelques connexions qu'il a allouées au cerveau, quand le cerveau voit quelque chose et qu'il doit avoir peur, il dit au cœur, écoute, bats vite, parce que ça ne va pas là. Ou bien il dit, écoute, voilà. Ils ont des connexions entre eux, mais sans le corps, le cœur peut battre. Ok. C'est ça sa spécialité. C'est là où c'est spécial. Quand on l'enlève du corps, on le remplit, on le réchauffe, il va battre. Donc, je ne sais pas quel organe peut faire ça. Pourquoi est-ce que quand on tombe amoureux, on sent ça ici? Là, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai ouvert beaucoup de cœurs. Je n'ai jamais vu quelqu'un là-bas. Les gens le disent, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de synergie. Je n'essaie pas de l'expliquer. Mais je sais qu'il y a une synergie entre la tête et le cœur. Okay. Quand la tête voit et que la chose, surtout les yeux là qui regardent un peu partout, quand ça plaît, je pense que ça envoie des signaux au cœur qui va beaucoup battre. Et il bat un peu plus. Voilà, donc je pense. Mais en tout cas, moi, je ne me rappelle pas avoir vu quelqu'un dans un cœur. Et d'ailleurs, c'est qu'on dit pour embêter les gens, avant de l'opérer, je lui demande de dire le nom de quelqu'un qui l'embête, comme ça on va souffler. Quand on ouvre, on va souffler dedans et fermer. Oui. Comme ça, la personne va rester là-bas. Mais sinon, le cœur, quand on l'ouvre, à mon avis, on voit qu'un muscle. Mais il est vrai aussi que voilà, tout le monde alloue ce sentiment-là au cœur. Et ce n'est pas pour rien. Et d'ailleurs, actuellement, là, les signes d'amour et tout, c'est cœur. Non, les gens font des choses comme... voilà. Donc, on le laisse là-bas. Ok. Vous êtes l'un des piliers de la chirurgie cardiovasculaire au Niger. Et je sais que chaque année, en fait, c'est des milliards qui sortent du Niger pour aller s'opérer pour le cœur. Mais maintenant, qu'est-ce que ça fait de ramener ça au pays? Ça fait partie de ce qui motive notre lutte. Ça fait partie. Le fait que l'État est en train de perdre de l'argent pour envoyer des malades se faire opérer à l'extérieur, pour nous, l'argent là peut être redirigé ailleurs. Et c'est ce que les autorités actuelles ils ont compris. Et effectivement, c'est des milliards et des milliards qui sont alloués à ces évacuations-là. Chaque année. Chaque année. Rien que... Parce que l'État, c'est le papa de tout le monde. Logique que quand la personne ne peut pas se faire prendre en charge ici, c'est logique que l'État mette les moyens pour l'envoyer quelque part. Et ça, on les salue, on les remercie sur ce plan parce que dans certains pays, ça n'existe pas. Mais notre lutte, c'est effectivement, bien que c'est compliqué, d'arrêter ce flux. Sinon, de diminuer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et Inch'Allah, je pense que ça va aller. Ah oui. Parce que moi, j'imagine... parce que, bon, en fait, il y a plein de cas où on voit les gens partir à l'étranger. Ils dépensent des millions. Parce que je ne sais pas, en moyenne, ça coûte combien une opération du cœur ailleurs? Facilement, 15-20 millions. 15-20 millions. Et il n'y a pas de frais d'hôtel, il n'y a pas de frais d'avion, il n'y a pas de frais de visite-retour, il n'y a pas de quand ça complique, on ramène à l'hôpital. Parce que la plupart, il y a beaucoup de choses qui se font. Parce que c'est obligé qu'on parte dans un autre pays. Quand tu reviens chez toi, quand il y a des complications, on fait comment? Il faut reprendre le même chemin pour aller, le cœur n'attend pas. Donc, il y a beaucoup de choses autour. Alors qu'ici, localement, la prise en charge va être diminuée de minimum un cinquième. Wow. Minimum un cinquième. Ça veut dire que ce qu'on peut allouer à évacuer quelqu'un, ça veut dire qu'on peut traiter 5 ou 6 personnes. Mais est-ce que vous avez le plateau technique qu'il faut pour les opérations? Finalement, oui. Finalement? Oui. Après beaucoup d'années de lutte quand même, enfin, on a ce plateau-là. Et
Et je peux dire que le Niger n'a rien à envier aux centres internationaux. Parce qu'on a ce qu'il faut pour opérer le cœur au Niger actuellement. Il Non, faut c'est- juste se mettre au travail. C'est magnifique. Il faut juste se mettre au travail. Docteur Daouda, je suis étudiant en médecine et en fait, à la fin de mes études, bien dès maintenant, il va falloir que je fasse un choix. Vous avez eu un parcours très atypique. Mais quel conseil est-ce que vous donneriez à moi, Hamid, l'étudiant en médecine? Genre, je n'ai jusqu'à présent pas terminé et je dois après faire mes choix ou bien quel conseil est-ce que vous avez à me donner par rapport à mes études elles-mêmes? Les études, le conseil que moi je donne, d'abord, les études. Moi, je me dis, quelqu'un qui a déjà eu le bac n'est pas à conseiller. Si vous voyez ce que je dis. Oui. En fait, la personne a appris une certaine méthode de travail. Et arrivé en médecine, eu égard à ce qui se fait, on voit bien que celui qui n'a pas une bonne méthode ne va forcément pas aller loin. Oui. Donc, ce que moi je dis, choisis quelque chose qui te plaît. Quel que soit. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise spécialité. Il n'y a que, ils vont m'excuser, les gens vont m'excuser, hein. Il n'y a que des mauvais spécialistes. Peut-être, je suis dedans, je ne sais pas. Sinon, il n'y a pas de mauvaise spécialité. Tout ce qui concerne le corps, c'est un tout et c'est extraordinaire. Ce qui fait qu'il faut choisir ce qu'on pense qu'on peut faire. Ça ne sert à rien de prendre quelque chose, après les regrets et tout. C'est sûr que vous n'allez pas être efficace. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Moi, je ne dirais jamais à quelqu'un, viens faire ma spécialité. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose très compliqué, très stressant, et il faut quelqu'un qui l'aime spontanément. Et Sinon, finalement, chaque spécialité, elle est stressante. oui, chaque spécialité est stressante, mais je ne dirais jamais à quelqu'un, vas-y, fais ceci. Mais la personne choisit quelque chose, elle vient pour avoir les conseils qu'il faut. Toujours est-il dit que les spécialités médicales sont extraordinaires. Et c'est l'occasion aussi, au XXIe siècle, avec la digitalisation, l'Internet et tout, c'est l'occasion de créer d'autres spécialités. Nouvelles spécialités. Voilà, il y a la e-santé, il y a la télémédecine, il y a la robotique, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, ce que je propose, fais quelque chose d'innovant. Si c'est la chirurgie cardiaque, bienvenue. Finalement, qu'est-ce que vous voudriez voir au système sanitaire du Niger? Alors, le système sanitaire du Niger, moi, mon vœu, c'est que tout celui qui vient à l'hôpital se fasse traiter sans demander l'identité d'abord. Ah oui. Après l'avoir géré, quand la personne sort, on dit « dites-moi vous êtes qui ?» L'essentiel que la personne soit nigérienne. Et ça implique beaucoup de choses. Ça implique que l'hôpital est plein, ça implique que l'hôpital a tout ce qu'il faut, ça implique qu'on a tout ce qu'il faut. Parce que finalement, la santé, c'est la base. Celui qui n'est pas en bonne santé ne peut rien faire. Je voulais tout juste dire qu'il faut une prise en charge, une couverture sanitaire universelle. Et c'est ce qui se fait ailleurs. Ailleurs, par exemple, je ne sais pas, dans les pays développés, certaines situations, tu viens aux urgences, on ne te demande pas tu es qui. En fait, il y a l'assurance santé qui couvre déjà tout. Il y a l'assurance santé et il y a beaucoup d'autres systèmes qui permettent. Par exemple, au Maroc, il y a ce qu'ils appellent la RAMED. La RAMED, c'est une assurance de couverture sanitaire universelle. Tout celui qui essaye d'amener la carte, parce qu'il faut faire la carte, c'est l'indigénat en fait. La personne va partir quelque part, ils vont faire une enquête, on va te donner une carte d'indigénat. Mais tu sais, quand la personne vient à l'hôpital, même si le traitement c'est 1 milliard, la personne ne donne aucun franc. Wow. Aucun franc. Tout juste parce que la personne a cette carte-là.
Et il y a ceux qui sont de la deuxième catégorie, c'est les gens qui sont à la caisse ou bien dans les assurances. Eux, ils sont des fonctionnaires, donc spontanément, ça les couvre. Mais les indigents sont pris en charge spontanément. Quand on aura ce système-là, la chirurgie cardiaque n'aura pas à demander autre chose. Parce que ça fait partie des chirurgies les plus chères actuellement au Niger. Comment expliquez-vous le fait que les gens pensent que l'hôpital, c'est un peu la morgue des malades? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand tu es malade, dès que tu mets un pied dans l'hôpital, c'est un peu comme si tu signes ton arrêt de mort. Oui, c'est juste... mes remarques, hein, ça vient que de moi. On a un premier réflexe, excusez-moi du terme bizarre, au Niger. On se présente à l'hôpital que quand on a échoué partout. Et la maladie a pris le temps de s'installer. Et on est désolé de voir des gens qui meurent sur la route avant de venir à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils ont tardé. Ou bien des gens qui viennent décéder à l'hôpital, ou bien juste la minute qui suit. Oui. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas ce réflexe d'aller directement. Et quand on part directement, c'est les choses qui se détectent précocement et qui peuvent être peut-être prises en charge le plus rapidement. Et moi, juste simple remarque, j'ai remarqué que les gens ont fait beaucoup de temps avant de venir. Ce qui fait que la personne met l'hôpital au second plan. C'est ça. Peut-être ça peut s'expliquer aussi que les gens pensent que c'est cher. Actuellement, il faut venir à l'hôpital pour voir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je pense qu'on doit consulter au moindre signe. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Okay. C'est ce qu'il faut. Et je pense qu'il faut... Ailleurs, tu sais que les gens, ils mettent à l'écart quelque chose en cas de maladie. Ils le font. Même à la côte. Donc, quand la personne travaille, oui, dans le salaire ou bien ce qu'on gagne, on met quelque chose. Tout le temps quelque chose. Les gens, ils mettent quelque chose pour deux choses. La première chose, c'est quand je tombe malade. La deuxième chose, c'est quand je meurs. Ouais, pour les enfants et tout. Non, pour les funérailles. Il faut que j'ai la meilleure des funérailles. Les gens mettent de côté quelque chose. Alors que pour nous, pour notre santé, on s'y préoccupe même pas. On ne fait pas grand-chose. Voilà. Et je pense que ça a besoin d'un côté. Il faut voir un peu ce côté-là. Et je pense que ça s'explique. Hein. On reste là-bas, tout ce qui est décoction, tout ce qui est automédication, jusqu'à ce qu'on développe les stades de complication de la maladie, on se présente à l'hôpital. Et on ne peut pas avoir de bons résultats, on ne peut pas avoir de résultats. Et du coup, l'hôpital, c'est le mouroir. Qui paye, en fait, oui. C'est lui qui récolte la mauvaise réputation. En tout cas, nous, dans notre contexte, on voit les stades de complications les plus avancés. Ça, on les voit. Et il y a des images, quand on les voit, on ne peut pas... Quand on l'envoie chez des confrères à l'extérieur, ils vont se dire que c'est pas possible. C'est pas possible, tout simplement. Et puis, la personne reste avec. C'est ça. Toi, tu sais que tu as mal, par exemple, dans ta poitrine. Oui. Au lieu d'aller tout de suite voir un cardio ou un chirurgien cardiovasculaire, maintenant, tu te dis, ça va passer. Et surtout, il y a un phénomène, excusez-moi, là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a un génie là qui souffre au Niger. Un génie? Oui, les gens qui disent qu'il y a un génie qui a une flèche et tout ça là, qui flèche les gens. Ce génie-là, les gens l'accusent à toi. Et moi, je pense qu'il peut porter plainte. Parce que c'est pas lui. Un problème de dents qui se transforme en abcès, cellulite. On dit que c'est le génie-là qui t'a fléché. Tu vas partir chez quelqu'un qui sait enlever les flèches. Tu pars, il mange ton argent, il te laisse. La complication vient, tu meurs. Un abcès. C'est d'habitude l'abcès qu'il parle de, c'est le génie-là. Mais je pense que ce génie-là doit porter plainte. On l'accuse à toi. Parce qu'on l'accuse. En tout cas, à un moment, lui-même, il voit que les gens exagèrent. Quoi. Et c'est les complications. C'est tout ce qui est dents, tout ce qui est amygdale, tout ce qui est... Je ne sais pas quoi. Quand ça s'infecte, il y a l'abcès et tout. Les gens, c'est le génie. Et il y a des gens qui sont spécialistes du génie. Mais je pense que ce génie-là, on doit le chercher, il doit porter plainte. En tout cas. C'est tout simplement aller à l'hôpital. C'est la seule solution. En fait, j'allais vous poser la question, quel est votre message à l'égard du grand public par rapport à la santé d'une manière globale? Mais je pense que c'est partiellement ça, n'est-ce pas? Oui.
Ok. Bah, le message, moi, je dis que vraiment, il faut consulter au moindre signe Mhm. et de ne pas avoir peur des hôpitaux. Ça, c'est vraiment factuel. C'est un fait Mhm. que les gens ne veulent pas aller à l'hôpital. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces hôpitaux-là parce que actuellement, les prestations sont là. Il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à donner beaucoup de choses. Mhm. Et il ne faut pas avoir peur des coûts parce que les coûts ont été réduits. C'est ça, c'est ça. Et vraiment, il y a de l'innovation et de la technologie. Je Mhm. pense qu'il ne faut pas s'en priver. Deuxième chose, ceux qui ne savent pas ce que c'est que la médecine, Mhm. ben, je pense qu'il faut se renseigner. Vous allez voir, maintenant dans les consultations, quelqu'un qui vient, tu lui parles de quelque chose, il dit même l'IA a dit. Subhanallah. Avant de venir chez toi, il a déjà tout regardé. Quand tu lui dis que c'est telle chose, il va te dire, moi-même j'ai lu, c'est ça. Donc, je pense que ce côté-là aussi, il faut le prendre en charge. Dans tous les cas, il faut venir, on va discuter. Mhm. On va voir entre nous et l'IA Mhm. qui va l'emporter. Moi, je me souviens, il y a quelqu'un qui racontait que il était parti à l'hôpital. Il a dit, docteur, je pense que je ne l'ai pas lu. Le docteur, il a dit, OK. Il a donné l'ordonnancier. Il a donné sur le OK. Il faut t'écrire ta propre ordonnance. Voilà. Et le gars, sans honte, il a mis Doliprane. Et voilà. Donc, c'est bon. C'est après qu'il s'est rendu compte en réalité, le médecin, c'est un peu. Oui, oui, mais c'est ça. Et donner au docteur son métier. Et donner au docteur son métier. Mhm. Et c'est de se présenter et consulter. Et ailleurs, les gens, même s'ils ne sont pas malades, ils ont un médecin Oui. pour faire des bilans. Mais nous, on n'a pas ça encore. Je pense qu'on peut aller dans ce sens. Mais il faut consulter. Mhm. C'est le message que moi je pose. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur, C'est pour à le moi temps. de te remercier. En tout cas, on a quand même assez bien appris. Vous nous avez éveillés par rapport à beaucoup d'aspects. Le fameux génie, les comportements à adopter pour prendre soin de son corps et de sa santé dans sa globalité.